Bonjour, je suis Hussein Askari. Je travaille en Suède avec le mouvement international larouchiste. J'ai une annonce à faire. Le déjeuner est annulé. Donc, ce que je vais dire touche essentiellement à ce que Helga a présenté ce matin. Ce que je veux vous dire avant de commencer, c'est que je vais vous présenter l'autre côté de la pièce de ce qu'on a vu aujourd'hui sur la région d'Asie du Sud-Ouest. Il y a la guerre, etc. Mais moi, ce que je veux présenter, c'est ce que ces nations qui aujourd'hui sont engagées dans une dynamique de guerre vont faire pour faire la paix. Ce sont tous des États-nations et dans un monde économique juste, toutes ces nations devront contribuer à ce développement. Que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, tout le monde est considéré sur le même pied d'égalité en tant qu'État-nation souverain. Mais c'est la politique générale qu'il faut changer. Tous ces projets sont déjà en cours de construction, certains sont terminés, mais il y a aussi beaucoup d'autres projets parce qu'il faut ajouter à cela une dimension planétaire, une perspective internationale à ces projets locaux. C'est une mission planétaire dans laquelle nous devons nous engager. Ça fait des années que je m'occupe de l'Asie du Sud-Ouest politiquement. Et on me dit souvent, comment vous voulez qu'on présente un programme économique pour la région alors qu'on se fait tirer dessus? Comment on peut développer des projets pendant une guerre? Et les responsables en Asie du Sud-Est trouvent beaucoup d'excuses, ou on peut trouver beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce qu'on est supposé faire. Déjà, on aurait pu le faire il y a très longtemps avant que cette situation dégénère. Quand M. Larouche était à Bagdad en 1974, tout était posé sur la table et on a perdu du temps. Et souvent, ils disent « Oh, mais on n'a pas d'argent », mais dès qu'ils sortent de l'entretien, ils vont acheter des armes. Et il y a une autre excuse qui est difficile à confronter, c'est qu'ils disent « On n'est pas capable de faire ces choses parce qu'on ne décide pas de la politique internationale, c'est les grandes puissances, c'est pas nous. » Ça, c'est vrai, on peut en discuter, mais c'est ça qu'il faut changer justement. Les États-Unis peuvent tout à fait se débarrasser d'Obama. On peut tout à fait, avec nos amis en Angleterre, mettre Tony Blair en prison et changer la situation politique pour ces pays. Et là, on n'aura plus d'excuses. Donc, s'il vous plaît, dites à Mme Merkel de se réveiller. Ça aiderait beaucoup. On est bientôt en 2013 et l'Allemagne suffoque. L'Allemagne est un pays puissant qui est crucial pour le monde, mais en train d'être bouffé par ses politiques environnementalistes et monétaristes. Donc le rôle de l'Allemagne dans ses futurs développements est très important. Je voudrais parler de questions de principes fondamentaux. Nous devons définir le but de l'existence humaine. Ce n'est pas juste la modernité ou prendre des terres à d'autres. La question, c'est de réaliser les pouvoirs créatifs de l'espèce humaine dans le but de changer notre environnement. Que vous soyez un physicien, un astronaute, un agriculteur, vous appliquez votre créativité dans votre domaine pour changer le monde. Et c'est ça qui rend heureux. On a besoin de scientifiques, on a besoin d'astrophysiciens. Je vais citer Kraft Ericke, le grand pionnier de l'espace qui était allemand.
qui dit, dans l'impératif extraterrestre, le fait que ni la technologie, ni le fait d'aller au-delà de la Terre est nouveau, la réalité humaine est remise en perspective par l'espace. D'abord, la chlorophylle, qui est responsable de la photosynthèse, et l'esprit humain sont les seules superpuissances sur cette Terre. Il faut qu'elles arrivent à coexister et ne pas être intrinsèquement incompatibles parce qu'elles sont compatibles. Ensuite, l'humanité ne doit pas vivre comme une unité de 140 nations, plus aujourd'hui. La plupart de ces nations se battent pour améliorer leur niveau de vie, mais sans les moyens de croissance, ce qui inclut les ressources matérielles et les capacités de les générer, il y aura une stagnation générale et le monde se réduira, les ressources se réduiront et le monde devra se battre pour survivre. Donc le but des gouvernements, des nations, c'est de garantir les conditions dans lesquelles les individus peuvent exercer leur capacité créative. Et s'ils ne font pas ça, le rôle des citoyens, des individus, c'est de les foutre dehors pour faire ce travail. Ce que je vais vous présenter, ce n'est pas mon travail, c'est un travail d'équipe avec les gens de l'EIR en Europe et aux États-Unis, l'Executive Intelligence Review, avec Ali Sharaf, Marsha Mary Baker, Dennis Small, qui a fait des études sur le désert américain. Tous trois ont contribué à ces travaux. Et merci aussi à Chance McGee et à Mathias qui se sont occupés des animations pour illustrer ces projets. Partant de la situation géopolitique présentée, nous devrons voir ce qui devrait se passer dans cette région à la place de cette crise. Le véritable développement de l'humanité doit être vu du point de vue de 3 points. Les ressources, l'eau. Il faut créer de nouvelles ressources pour accroître la puissance par kilomètre carré et ensuite bâtir une plateforme productive, agro-industrielle, sociale et scientifique pour la société. Ce sont les principes qu'avait déjà posé M. Larouche en 1974 lors de son projet qu'il avait amené à Bagdad. Helga a montré ces déserts mondiaux, 13 millions de kilomètres carrés, 26 fois la France. C'est une zone très dépeuplée. En Égypte, 80 millions des gens vivent sur 14% du territoire. Le reste est totalement vide. Donc on parle ici en Europe de la surpopulation, mais c'est pas vrai, la Terre est dépeuplée. Il y a tellement d'espace, mais le seul problème c'est que cet espace pour l'instant il est mort, sans vie. Donc la relation entre ces déserts et le pont terrestre mondial, sur lequel nous travaillons, c'est une mission planétaire, une mission de dimension planétaire, et il n'y a que depuis cette perspective planétaire que nous puissions mettre les grandes puissances autour de la même table pour réaliser ces grands chantiers.
Je voudrais commencer avec l'Asie du Sud-Ouest, où il y a beaucoup de tempêtes de sable. Ce sont des événements très fréquents dans l'Asie du Sud-Ouest et dans la région du Golfe, et même en Afghanistan et en Iran. Si on regarde les images satellites, c'est pour ça que c'est bien la technologie, vous voyez. On voit que les tempêtes de sable démarrent du nord au sud. Ce sont les vents arctiques qui descendent et qui rencontrent des zones à basse pression qui créent ces tempêtes. Donc ces tempêtes de sable commencent à la frontière irako-syrienne et descendent et prennent de la puissance en traversant le désert irakien. Ça c'est plus zoomé, on voit le début. Voilà, là on la voit descendre l'Irak. Ça c'est les images de la NASA et de l'ESA qui ont été prises en mars 2011. Il y avait une tempête géante. Et ensuite, ces tempêtes, vous pouvez trouver toutes ces images sur Internet, enveloppent des villes, et c'est apocalyptique. Vous pouvez voir les images des villes envahies par les tempêtes de sable. Et ces tempêtes peuvent atteindre des kilomètres et des kilomètres de haut. Et ça bloque tous les trafics aériens, les hôpitaux, les écoles, tout. Toute la vie s'arrête. Et donc ça descend vers le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et ensuite, amène le sable dans les régions vides de la péninsule arabique. C'est la zone la plus sèche du monde parce qu'il y a ces montagnes du Yémen et d'Oman qui font barrage. Ensuite, on les voit qui passent par-dessus les montagnes et qui finissent dans la mer, qui se propagent encore dans la mer Arabe et touchent même le Pakistan, l'Inde. Il y en a même qui ont touché l'Afghanistan et l'Iran. Donc ça, c'est un problème récurrent. Avec l'aide des technologies spatiales, on peut voir l'origine de ces tempêtes pour savoir comment on peut les arrêter. Pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est pas en envoyant des djihadistes en Irak et en Syrie qu'ils pourront arrêter ces tempêtes. Ce qu'il leur faut, c'est une approche totalement différente. Et cette perspective, c'est de s'en prendre au désert, avec différents flancs, différentes technologies. Si vous voyez la zone d'origine de ces tempêtes, qui est une zone de guerre, où le territoire se dégrade, le développement du territoire se dégrade, parfois même des tempêtes atteignent l'Europe ou la Chine. Donc ça, c'est pas le croissant chiite, c'est le croissant fertile. Parce que c'est une zone très fertile, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et les historiens disent que l'agriculture a démarré dans ces régions historiquement. Mais cette zone-là, ce croissant n'est plus fertile. Ça se détériore parce que les ressources en eau diminuent. Alors, on parlait de les projets turcs qui ont affecté les ressources en eau, mais c'est pas vraiment ça. C'est le manque d'investissement qui a créé cette situation. Les guerres et le manque d'investissement. Donc, revitaliser ce croissant fertile permettrait de s'en prendre à la racine de ces tempêtes de sable.
Ça, c'est le ministère de l'Agriculture irakien qui a sorti ce projet. C'est le programme national pour protéger le pays contre les tempêtes de sable. C'est un plan impressionnant qui n'a jamais été réalisé. On l'apprenait à l'école en Irak. Moi, je suis né en 68. On a eu une guerre civile en 73, la guerre contre l'Iran en 80, la guerre du Golfe en 90, les sanctions, etc., etc. Donc, ça n'a jamais pu se faire. Mais il y a eu des efforts pour tenter de le faire. Ça a été fait autour de certaines villes religieuses, par exemple. On plante des espèces d'arbres, des palmiers, des oliviers, des eucalyptus, etc. Des espèces qui résistent à la salinité, à la sécheresse, à la chaleur. Ça, c'est un projet en Irak. C'est un petit projet, mais ça donne l'idée de ce qu'on doit faire. Plutôt que de faire quelques centaines de mètres, ça devrait être plusieurs kilomètres de large pour cette ceinture verte. Et créer ainsi un bouclier vert qui avance pour reprendre le désert. Et c'est pas nouveau l'idée de faire appel à la diversité des espèces végétales pour combattre le désert. Ça, c'est ce qu'on voyait déjà en Égypte, c'est ce qu'on retrouve sur les peintures des pyramides égyptiennes. On voit des palmiers, certains arbres fruitiers, des céréales, du blé, etc., etc. Donc on a des agriculteurs très talentueux, mais qui n'ont aucune ressource. C'est ce que soulignait Helga. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire dans 10 ou 20 ans, c'est des choses qu'on doit faire la semaine prochaine. Parce qu'il y a des chômeurs, il y a des agriculteurs qui sont là, qui attendent que ça, qui sont prêts à planter la semaine prochaine. Hein. C'est une question de volonté politique, de projet politique pour construire. Ça aussi, c'est une image intéressante envoyée par un ami égyptien, qui est un ingénieur agricole. Ça, c'est des palmiers. Ils stoppent le vent, ils stabilisent le sol et également, ils créent de l'ombre pour d'autres types d'arbres qui en ont besoin, d'autres types de végétation. Les oliviers, s'ils sont seuls sous le soleil, leur productivité va être diminuée de moitié. La chaleur tuera le cœur de l'olive, le noyau. Mais s'il y a de l'ombre, ça permettra à ces arbres de grandir et de devenir productifs. Dans le Coran, il y a une histoire de deux hommes qui se disputent. On donne à l'un 2 jardins de pins bordés par des palmiers et au milieu des champs de céréales. Chacun des 2 jardins produit ses fruits et ne connaît aucune pénurie. Et au milieu, on met une rivière. Et ça, c'est la technique agricole promue par le Coran, c'est ça qu'on voit là. Le problème avec les canaux ouverts, c'est que l'eau s'évapore énormément. Donc il faut des rivières souterraines, des canalisations. Donc on va se permettre de prendre ça sur le Coran, de ne pas faire des canaux ouverts, mais de les mettre en souterrain. Mais c'est déjà la même idée. Ces palmiers sont très productifs, produisent toutes sortes de choses.
Il y a différentes manières d'arrêter le désert. Ça, c'est une technique qu'on utilise en Chine, par exemple. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. On met une végétation sèche pour stopper l'avancée du sable. Et ensuite, dans ces zones, on fait des plantations. Mais il faut d'abord amener de l'eau. Et il faut le faire avant le début du projet. Mais ça donne une idée de ce qu'on peut faire. Ça, c'est en Libye, dans les années 50. Ça, c'est en Chine, dans le désert de Taklamakan, où ils protègent la route du sable, parce que le sable, vous savez, ça bouge tout le temps. Hein. Donc, ils pompent de l'eau du sous-sol pour arroser des plantes qui résistent à la salinité. Et c'est toujours ce qu'on va faire, développer des nouvelles types, de nouvelles espèces de plantes qui résistent toujours mieux, toujours plus aux conditions désertiques. Mais ces choses-là, si on ne le fait pas à grande échelle, on ne peut pas arrêter le désert et le reconquérir. Donc moi, je vous montre là des petits projets, mais c'est des choses qu'on va faire à grande échelle, qu'on doit généraliser. Toute personne raisonnable demanderait d'abord, après avoir vu tout ça, mais où est-ce qu'on trouve l'eau? C'est une bonne question. Ce que nous, on a développé dans notre rapport, c'est qu'il y a 3 grandes sources d'eau. On peut transférer l'eau des zones qui en ont trop à celles qui n'en ont pas assez, avec des systèmes de canalisation et de détournement des eaux, qu'on a montré avec la mer d'Aral, par exemple. Il y a aussi le projet Petrora-Volga, qui est un projet de canal, qui, comme le projet Nawapa en Amérique du Nord, dévie les eaux qui restent jetées dans l'Arctique pour les amener vers le sud du continent. Donc, il s'agit d'inverser un peu les cours d'eau pour qu'ils coulent dans le bon sens. Ce sont les projets qu'a montré Elga ce matin. Ça, c'est le projet, la route iranienne, comme l'appelait l'ambassadeur. Et il y a une étude de faisabilité, donc comme il a mentionné, qui a été faite. Il y a des problèmes techniques, mais... Donc on a ces 2 grands déserts en Iran. Et c'est la même idée. Les ingénieurs iraniens cherchent à amener de l'eau, même si elle est salée, parce que c'est des anciens lacs salés, des anciens bouts de mer, donc elles sont très salées. Mais le fait même d'amener de l'eau, même si elle est salée, on peut créer un nouveau climat, un climat plus tempéré, qui affectera l'ensemble de la région jusqu'à l'Afghanistan. Et dans le même temps, il faut bâtir des unités de désalinisation pour pouvoir irriguer des champs agricoles. Et ainsi, on redonne vie à l'Iran et à l'Afghanistan en combattant le désert, en supprimant le désert. Et on créera une grande ceinture verte à cet effet. On peut aussi amener de l'eau par les canaux que j'ai mentionnés, par la mer Caspienne et ensuite jusqu'en Iran. Alors la question, c'est qu'entre la mer Caspienne et l'Iran, il y a des montagnes, mais c'est tout à fait faisable. On a déjà beaucoup de barrages sur ces rivières, mais les sources en eau diminuent, donc il faut absolument une nouvelle source d'eau pour cette région. Donc, et
en se lançant là-dedans, il faut toujours accroître l'intensité technologique, le développement des projets. On ne peut pas se permettre, face au désert et au manque d'eau, d'aller trop doucement, sinon on perdra. Ça, c'est donc le projet en Anatolie, le GAP, GAP. C'est un projet énorme. Il y a plusieurs problèmes avec ce projet, mais le projet lui-même est solide. Mais il y a des désaccords politiques et des mauvaises politiques agricoles qui affectent l'efficacité de ce projet. J'y reviendrai. L'idée, c'est de bâtir des barrages sur le Tibre et le Frat pour avoir des réservoirs gigantesques, comme pour le barrage Atatürk, qui, lui, a des réserves équivalentes au débit d'une île à l'année. Donc, dans les périodes de sécheresse, des réservoirs comme de cette taille-là, c'est extrêmement utile. Mais il faut les utiliser à bon escient. Ça, c'est le barrage Atatürk à nouveau. Le problème avec le Moyen-Orient, c'est que le terme même, c'est parce qu'on regarde depuis la Grande-Bretagne. L'Extrême-Orient, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, nous on appelle ça l'Asie du Sud-Ouest, d'un point de vue global. C'est bien plus approprié. Il y a donc un plan pour amener l'eau qui ne viendront pas du bassin du Tibre et de l'Euphrate, mais des rivières qui viennent de l'ouest de la Turquie, donc qui n'affecteront pas le Tibre et l'Euphrate. C'est de l'eau qui s'écoule dans la Méditerranée, qu'on va détourner par des pipelines d'eau vers la péninsule arabe. Donc, passons maintenant à l'Afrique. Nous avons déjà décrit ces projets, donc je ne vais pas tous les mentionner, mais il y a le projet du Transaqua pour remplir le lac Tchad à nouveau, qui est parce qu'il y a une crise environnementale et humanitaire là-bas énorme, et il faudrait transférer les eaux du Congo pour remplir le lac Tchad. Et les seules ressources de la région sont utilisées à des fins globales et pas du tout pour développer la région et satisfaire les besoins de la population locale. Et tout est sous la main des cartels, c'est ce qu'on voit au Congo. Donc les ressources de l'Afrique doivent permettre de développer l'ensemble de l'Afrique. C'est ce qu'on verra avec notre ami égyptien sur le projet Africa Pass. Donc, on peut amener les eaux de régions riches en eau vers les régions pauvres en eau. La seconde source, c'est le dessalement. Il y a des investissements massifs dans le Golfe aujourd'hui sur ces technologies. L'Arabie saoudite investit massivement dans ces projets pour des besoins urbains, pour la consommation courante d'eau. Et 70% de l'eau en Arabie saoudite, de l'eau douce, vient de la désalinisation. Et ils produisent la moitié de l'eau dessalée du monde. Mais ce n'est pas suffisant, même s'ils investissent massivement. Les Émirats arabes unis aussi, le Bahreïn, le Qatar, tous ces pays investissent massivement dans des unités de dessalement. Le problème, c'est qu'ils utilisent du pétrole et du gaz naturel pour produire la chaleur nécessaire à la désalinisation, qui permet le processus d'évaporation qui dessale l'eau. Le problème, c'est que dans les 20 prochaines années, ces pays auront besoin de doubler et de tripler le montant d'eau qu'ils dessalent pour faire face aux besoins de leur population et à leur croissance économique. Mais déjà aujourd'hui, l'Arabie saoudite, c'est 1,5 million de barils qu'ils brûlent chaque jour pour produire cette eau. Donc, dans 20 ou 30 ans,
ça sera 4 millions de barils par jour pour avoir de l'eau douce. Seulement pour les besoins basiques de consommation courante d'eau. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de faire des unités de dessalement au nucléaire, couplées à une centrale nucléaire, ce qu'on appelle un nuplex. Le président Eisenhower, c'était une de ses idées pour résoudre la crise israélo-arabe, c'était d'aider les Égyptiens et les Israéliens et les autres pays à bâtir de petites unités nucléaires pour dessaler l'eau de mer. Parce que la plupart des guerres dans la région ne sont pas basées sur la religion en réalité, mais sur l'eau. Quand Israël occupe une nouvelle zone, c'est en général parce qu'il y a une ressource en eau, soit dans le sous-sol ou une rivière. Il n'y a pas de hasard. Et ça, cette politique de l'eau a créé une crise très grande. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Gaza. Les Nations Unies ont émis un rapport qui dit qu'en 2020, Gaza ne sera plus un endroit vivable parce que l'aquifère sera vide. Parce que l'aquifère est proche de l'eau de mer et vu qu'elle s'affaisse, elle est en train d'être contaminée. Donc Gaza a besoin d'une unité de désalinisation tout de suite, pour produire des millions de mètres cubes par jour. J'ai rencontré un ministre palestinien à Stockholm et qui m'a dit, nous on est en train de mendier 250 millions européens, ce qui correspond à la moitié du plan pour construire cette unité. Mais on leur donne rien. Ça pourrait sauver des millions de vies. Et l'Europe ne leur donne pas. La BCE rend flou pour des centaines de milliards les banques européennes, mais on n'a pas 250 millions. C'est un problème moral profond. Donc le plan d'Eisenhower, aujourd'hui peut être réalisé avec ces centrales nucléaires flottantes. C'est un projet russe pour l'Arctique. Ce sont des petites unités qui sont sur un navire et qu'on peut déplacer près des côtes. On peut le faire pour l'Asie du Sud-Ouest. Ça permettrait de bâtir les choses très vite. On pourrait produire en France, en Allemagne, en Russie et les amener sur les côtes du Proche-Orient, dessaler de l'eau de mer, produire de l'énergie pour tous les besoins des populations. Helga a mentionné qu'il y a un plan en cours pour bâtir des centrales nucléaires aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, ce qui est bon signe. Ce qui est bien avec les Émirats arabes unis, c'est que les 4 centrales coûtent 20 milliards. C'est le coût sur le papier, à la signature. Mais imaginez le gaspillage. Abu Dhabi, qui finance ça, paye Dubaï 20 milliards par an pour rembourser les dettes aux banques internationales qui ont financé la bulle immobilière de Dubaï. Tout le miracle de Dubaï, c'était sur du crédit à la spéculation immobilière. Et ils n'ont pas introduit de technologie développée à Dubaï. Ils n'ont que construit de grandes tours. Mais même les routes ne suffisent pas à ce développement. Alors maintenant, ils commencent à se rendre compte qu'il faut faire des systèmes ferroviaires. Mais c'est très difficile parce que maintenant, il faut enlever les immeubles pour pouvoir faire passer les lignes. Donc, il y a un gaspillage énorme. Les Émirats arabes unis, leur fonds souverain, c'est 700 milliards de dollars. Et ils investissent dans des clubs de foot. En France, en Angleterre,
tous les chèques ont un club de football maintenant. Donc c'est pas un manque de ressources financières non plus. Donc ces pays ont décidé de lancer ces projets. L'Iran est la seule qui a déjà une centrale nucléaire. Et le plan de Siemens pour la centrale de Bushehr incluait la désalinisation. Mais ce n'est pas dans le plan russe. Et c'est ce qu'il faudrait faire en Iran pour dessaler de l'eau de mer. Dans la région, il y a une certaine conscience de ce potentiel. Tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire. L'Égypte aussi veut bâtir des centrales nucléaires sur la Méditerranée. Le ministre de l'Agriculture égyptien, ministre de l'eau, a dit oui, on a ce plan, on l'a depuis longtemps et on veut le faire. Parce qu'ils savent que sans énergie nucléaire, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas avoir de l'eau. Donc le plan que vous voyez là, c'est le plan Oasis de Lyndon LaRouche, les années 70. Il y a le canal vers la mer Morte, qui est sous le niveau de la mer. L'eau diminue parce que l'eau du Jourdain est pompée par tout le monde, Syrie, Israël, etc. Donc le niveau de la mer diminue. Donc on peut remplir avec de l'eau salée de la Méditerranée, mais l'idée avec ce canal, c'est aussi d'utiliser l'énergie hydroélectrique qui permettrait aussi de la désalinisation pour les terres autour. Mais ce projet est mort. Il n'existe plus à cause de la déstabilisation politique de la région. Toutes les études, tous les ingénieurs sont pourtant prêts à bâtir ces choses-là. Donc on nous dit on ne peut pas faire de développement économique avant d'avoir la paix. Il faut d'abord être stable et ensuite développer l'économie. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on a vu à Oslo, les accords d'Oslo en 93, LaRouche avait dit à cette époque, l'urgence, c'est de faire ces projets de développement économique à marche forcée, tout de suite, comme le canal entre Gaza et la mer Morte, parce que pendant qu'on discute de ces choses, les ennemis du progrès et de l'espèce humaine, comme Henry Kissinger et ses amis, réussiront, avec des gens comme Sharon et ses potes, à couler cet accord dans le sang. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le processus d'Oslo est mort. Mais on peut le raviver. Il ne faut pas abandonner. Surtout pas. Donc voilà l'exemple comment on peut créer la paix et la stabilité par le développement économique. C'est tout à fait possible. Les États-Unis et l'Europe ont encouragé les Palestiniens à faire des projets touristiques pour vendre des souvenirs aux touristes européens. Et même pour les encourager, avec le peu de ressources en eau qu'ils ont, à faire des fleurs pour les exporter en Europe. Pour avoir du cash. Et ensuite, utiliser le cash pour le développement économique. Mais ils utilisent le peu d'eau qu'ils ont, au lieu de nourrir avec les Palestiniens, ils font des fleurs pour exporter en Europe. C'est la même chose en Égypte. On exporte des fruits, des légumes, mais on a besoin du riz des Nations Unies pour nourrir notre peuple, pour nourrir le peuple là-bas. Donc la politique américaine et européenne, c'est un désastre. Ça a contribué à la destruction du processus de paix. Nous l'avons souligné depuis le début.
À l'époque, j'habitais à Oslo. J'ai rencontré les Israéliens, les Palestiniens. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'Institut Schiller et ces grands projets sans lesquels on n'aurait pas la paix. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai quitté l'Irak, mais ces projets existent toujours. Parce que si on n'a pas ce développement économique et cette dépendance mutuelle pour le développement, on n'aura jamais la paix et la stabilité. Et c'est la première chose qui m'est venue en tête, et c'est pour ça que je me suis engagé politiquement. Parce que les autres approches ne peuvent pas marcher. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'appliquer ces projets, mais nous devons rassembler les politiques et les responsables pour que ça soit réalisé. Alors l'avantage, c'est qu'il y a la mer partout là-bas, donc le dessalement, c'est très facile. Et si on a beaucoup d'énergie, on peut avoir beaucoup d'eau, avec les nouvelles générations de technologies nucléaires. La troisième grande source d'eau, c'est les aquifères. Regardez le cycle de l'eau. Si on revient à la carte des déserts, je reviens à ça parce que il faut vraiment toujours le voir d'un point de vue global, d'un point de vue planétaire. C'est pas une question de l'Asie du Sud-Ouest, c'est combattre les déserts au niveau mondial. En faisant des projets locaux, on résout rien, il faut avoir une approche globale. Parce qu'on peut découper les déserts en différentes zones selon les ressources en eau disponibles. Dans l'Atlas, ils ont des ressources en eau, ils ont un cycle de l'eau, ils ont des rivières souterraines. C'est ce que décrivait Roosevelt. Pourquoi, disait-il, ces régions ne sont pas développées alors qu'il y a de l'eau qui tombe dans les montagnes et qui va dans les sous-sols? Il faut absolument capter cette eau pour reverdir le désert. Roosevelt pensait ça dans les années 40. Et lui, il l'a fait aux États-Unis avec la vallée impériale et la Tennessee Valley Authority aussi. Mais ces précipitations dans l'Atlas, et au milieu de l'Afrique, là où il y a le projet Transaqua, je ne sais pas si vous voyez là, au milieu du Sahara, on voit qu'on a plein de solutions pour attaquer le désert par les flancs, mais aussi par le milieu, avec le projet Transaqua. Ce qui permet de diminuer l'effet accumulatif de désertification, d'attaquer le désert par tous les côtés, par tous les angles, avec toutes les ressources en eau, les trois grands types de ressources en eau disponibles, pour tuer l'effet de désert. Donc, pour toutes ces zones de désert, avec le dessalement, avec les aquifères, avec les transferts d'eau, on a les moyens de reverdir. Vous avez le projet d'Aral, vous en avez jusqu'à la Chine. Donc, je ne vais même pas parler de la Chine, parce que ça prendrait un jour entier pour parler de tous les projets qui sont en train de lancer. C'est le plus grand projet de diversion de cours d'eau qui existe. Donc, il y a différents champs de bataille, on doit attaquer sur tous les champs de bataille en même temps. Donc, cette troisième grande source, les eaux souterraines, alors, au niveau international, aux Nations Unies et dans le programme des Nations Unies pour le développement,
etc. Même au niveau des gouvernements, on raconte que on ne peut pas pomper l'eau dans le sous-sol. Parce que l'eau va se tarir, le sol va devenir salé et ça va devenir un poison. Donc il ne faut pas pomper l'eau, c'est ce qu'ils disent. Et en même temps, ils disent il ne faut pas faire de l'énergie nucléaire. Et il y a une grande campagne pour empêcher les pays d'utiliser les aquifères en leur faisant peur, en disant il vaut mieux mourir de soif tout de suite que plus tard. Ils cherchent de l'eau. Vous voyez que l'eau, c'est important. Les technologies spatiales, Ali Sharaf a beaucoup travaillé là-dessus ces derniers temps. Il y a 2 scientifiques qui ont développé un modèle sur les précipitations massives, les zones de précipitation. Ce sont des personnes qui travaillaient à la NASA sur une cartographie de la Lune à l'époque du programme lunaire. Il est toujours très vieux, mais il est toujours actif. Et il travaille sur les corridors de développement pour une deuxième vallée du Nil, pour doubler la vallée du Nil. Et donc, eux, ce qu'ils montrent, ça contredit la théorie sur les eaux souterraines. Traditionnellement, on dit il y a de la pluie au-dessus des sols, ensuite l'eau ruisselle, va dans les cours d'eau, forme les cours d'eau et termine dans la mer. C'est la grande partie de l'eau. Une partie s'évapore et une autre partie de l'eau descend dans le sous-sol, dans les zones sédimentaires, et est ensuite piégée entre les zones sédimentaires et les roches. Donc on a une aquifère à ces endroits avec une certaine quantité d'eau qui se forme. Le problème, c'est que s'il ne pleut pas tout le temps, cette eau sera très vite tarie. Cette source d'eau sera très vite tarie. Et c'est vrai. Dans le cas de Gaza, ça devient très problématique. Mais cette théorie conventionnelle, qui est acceptée de partout, exclut une autre idée que Elbaz et Buzon ont montré avec leur projet, leur modèle. Regardez. Ils ont cartographié par satellite. Que vous pouvez trouver sur Internet. Et qui dit que la pluie, les précipitations, mesurées par les stations météorologiques, oui, les précipitations tombent dans les très hautes montagnes et on les mesure pas celles-là. Et à cause des fractures tectoniques dans la formation des montagnes, des âges géologiques, et la continuité de cette activité sismique, on a donc ces failles très profondes qui sont verticales. Et à travers donc ces failles, l'eau fait son chemin vers de nouvelles zones. Et ça, c'est une quantité d'eau énormissime qui ne rentre pas dans les comptes actuels. Vous voyez dans la zone marron l'aquifère horizontal. Et vous voyez qu'en dessous, on voit une quantité d'eau beaucoup plus grande qui est capable de voyager des centaines et des milliers de kilomètres. Donc,
Vous pouvez trouver de l'eau là où on n'imagine même pas qu'il y en ait, et dans des quantités immenses. Ces deux scientifiques ont découvert des sources d'eau énormes en 2006 au milieu du Darfour, de la crise du Darfour. Il a visité le Soudan, il a présenté son étude, il a présenté au gouvernement. Et au Darfour, ce n'était pas une question politique. Ça a été fait un enjeu politique par les Britanniques et soutenu par les États-Unis. Mais c'était une question de lutte entre tribus pour l'eau. C'était ça le début du problème du Darfour. Et il y a des gens qui ont eu cette idée vicieuse d'en faire un conflit politique. Mais sous le Darfour, on a un lac géant qui est aussi grand que le lac Erie aux États-Unis. Et on peut creuser 1000 puits, des grands puits, qui peuvent pomper cette eau pendant au moins 100 ans. C'est ce qu'il a garanti. Et ça permettrait d'apporter la paix au Darfour. Parce qu'en fait, avec les satellites, ils avaient découvert des rivières anciennes, souterraines, et qui sont utilisées que quand il y a des précipitations dans les montagnes africaines. Vous voyez donc cette zone au Darfour. Ce que dit Al-Baz, sous le sable, il y a une formation d'un lac géant qui existait dans les temps anciens, avant l'âge glaciaire. Et l'eau s'est accumulée là-dessous. Et en étudiant la formation des surfaces sous le sable, il a fallu les technologies spatiales pour pouvoir le voir. Ce lac existe depuis 5000 ans. On a découvert de l'eau aussi en Égypte, dans le sud de l'Égypte, où on a une activité agricole énorme, dans le désert. En Libye aussi, ils ont fait une rivière artificielle. Le problème, c'est qu'ils prennent cette eau pour l'amener vers la côte, vers la capitale, vers Sirte aussi. Et du coup, le désert n'est pas affecté positivement par cette eau. Cette ressource en eau, on emporte l'eau très loin. Donc ça, c'est une rivière souterraine en Arabie Saoudite. Ça vient de cette chaîne montagneuse que j'ai montrée tout à l'heure avec les tempêtes de sable. Qui amène l'eau en sous-sol. Avant, c'était une rivière de surface, il y a très longtemps. Mais il y a des oasis le long de ces vieilles rivières. Et c'est les routes que les pèlerins prenaient à l'époque de Haroun al-Rachid. La femme d'Haroun al-Rachid, quand elle faisait le voyage à la Mecque, elle s'arrêtait à chaque oasis sur la route. Elle venait d'Irak. Donc on a plein de témoignages historiques de cela. On peut trouver donc de l'eau en très grande quantité, sous l'eau. Il y a beaucoup d'entreprises pour trouver des choses, explorer les sous-sols pour le pétrole, mais par contre pour l'eau, il n'y a rien. Donc c'est ce qu'il faudrait faire dans le désert. Alors bien sûr, il y a des désaccords sur leur théorie, mais eux, ils ont apporté toutes les preuves sur l'existence de ces ressources en eau. Et certains disent que ça fait des millions d'années que cette eau est là, et on n'a pas le droit de les prendre, il faut laisser aux générations futures. Mais si c'est pour les générations futures, il faudrait bien qu'il y ait des générations qui commencent à s'en servir. C'est nous, les générations futures, par rapport aux gens du passé.
Et ils disent non, il ne faut pas toucher, c'est pour plus tard, c'est pour les autres. Un jour. Mais parce que nous, ce qu'il faut qu'on donne aux générations futures, c'est pas de désert. Donc il faut commencer maintenant. Donc, leur modèle est solide. C'est une société qui s'appelle Earth Water Technology, qui a des documents sur Internet, sur YouTube, et qui travaille sur ces questions de l'eau. Et donc, à des endroits en Arabie Saoudite, ils se sont mis à creuser très profond, plus d'1 kilomètre de profondeur, et voilà ce qui sort de l'eau. Donc, c'est très limité, mais vous voyez, il y a de l'eau. Mais bon, souvent, en général, les gens sont plus intéressés par le pétrole. Rapidement, ce qu'il faut aussi développer après les ressources en eau, évidemment, c'est l'agriculture. Quelle politique agricole? Et il y a un enjeu crucial sur cette question. La densité de flux énergétique dont parle Lyndon LaRouche, c'est que c'est pas une question de quantité d'énergie, mais c'est comment on l'utilise, quelle concentration d'énergie on utilise pour c'est-à-dire l'effet qu'elle va produire, le travail qu'elle va accomplir. Et c'est la même chose pour l'eau. Un mètre cube d'eau n'équivaut pas, n'est pas toujours égal à un mètre cube d'eau. Ça dépend de l'usage qu'on en fait, avec quelle technologie, dans quelle économie. Donc, il nous faut de nouvelles technologies pour l'agriculture et l'irrigation, ce qui inclut la génétique du vivant pour développer des nouvelles espèces plus résistantes. Ici, c'est les technologies hydroponiques, on n'a pas besoin de sol, on plante hors sol. Et ça marche très bien pour les légumes. Et ça marche beaucoup en Australie, aux Émirats arabes unis. Alors ça se passe sous serre, mais on plante les graines dans des conteneurs en plastique, dans l'eau, enrichis avec des minéraux qui servent à la croissance des plantes. Et c'est très efficace. C'est très rapide, très productif. Donc l'autre solution, c'est de suspendre les racines dans le vide et on projette de l'eau enrichie en minéral sur les racines. Donc ils ne baignent pas dans l'eau. Ça demande beaucoup d'eau, mais l'avantage, en réalité, c'est très efficace parce que ça évite les déperditions d'eau, l'évaporation par exemple. Et il y a un site de recyclage de l'eau. Et donc, ils ont montré statistiquement que l'efficacité que cela permet pour l'utilisation d'un mètre cube d'eau. Au Moyen-Orient, en Égypte, on a l'habitude de noyer les champs et puis ensuite ça s'évapore et puis ça pousse. Mais ça, on peut plus se permettre. Il faut avoir des technologies plus efficaces. Ça, c'est les techniques du goutte à goutte. À l'université du Negev, ils développent ces technologies. On amène l'eau à la plante directement. On ne la met pas autour de la plante, on la met sur la plante.
En réalité, avant de planter, il faut mettre un tuyau souterrain qui, en fait, touche directement les racines, donc il n'y a pas besoin de passer par la surface. Et ça économise 90% de l'eau. Donc la science moderne, les technologies modernes peuvent créer une densité de flux aquatique pour accroître l'efficacité de l'usage de l'eau. Donc deux mises en garde quand même par rapport au projet turc, le GAP. Le grand problème, c'est que le gouvernement turc, avec l'aide des Nations Unies, veut faire de cette région le plus grand producteur de coton du monde. Et le coton, on connaît, c'est la plante qui consomme le plus d'eau au monde. 4 ou 5 fois la quantité d'eau nécessaire pour du blé, par exemple. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a asséché la mer Aral, parce qu'ils faisaient du coton avec cette eau. Il faut de très grande quantité d'eau et de produits chimiques pour faire du coton. Donc c'est un problème. Et ensuite, ils pensent à ça parce qu'ils veulent exporter et vendre. Mais ils font ça parce qu'ils pensent que l'eau, c'est pas cher. Mais en réalité, ça a une plus grande valeur que ce qu'ils pensent si on l'utilise bien. L'Arabie Saoudite a développé dans les années 80-90 un grand programme pour produire du blé. Ils sont passés d'un pays importateur à 6e exportateur. Vous voyez ? C'est dans cette zone de plateau élevé où donc ils pompent l'eau dans le sous-sol. Voilà, pour faire ce type de technique agricole. Ça, c'est du blé avec un système centrifuge circulaire. C'est très efficace, mais si vous regardez autour, il n'y a pas d'arbres. Où sont les palmiers qui devraient créer l'ombre pour les oliviers? Où sont les vignes? Donc il faudrait qu'ils fassent gaffe. Laisse un peu plus d'attention. Parce qu'en réalité, ils usent les sols et puis ils vont à côté. Ils se déplacent au fur et à mesure. Et ça n'empêche pas les tempêtes de sable. Ils ont arrêté le projet aujourd'hui. Parce que ça ne marche pas. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils y amènent des compagnies étrangères qui pompent l'eau et qui exportent la production. Ils n'ont pas créé le savoir-faire, les infrastructures pour avoir changé le climat, avoir des forêts, une nouvelle végétation, tout un ensemble intégré. Donc c'est une politique débile en réalité. Ils ont utilisé 300 milliards de mètres cubes en 10 ans, 6 fois le flux du Nil, le flux annuel. Et ça a affecté en rien la situation du désert. Et c'est important pour un pays de produire sa propre nourriture, mais il ne faut pas le faire comme ça. Il faut le faire comme on l'a dit avant. Il faut associer différentes espèces, modifier le climat pour préserver le sol, préserver les ressources en eau, en changeant le climat. Donc ça, c'est l'exemple d'une politique mauvaise. C'est impressionnant à voir, mais ça ne marche pas. Et maintenant, ils ont arrêté ce projet. Ça se fait plus. Presque plus. C'est la même chose pour l'industrie pétrochimique. Ils exportent pour pas cher. Il y a une étude qu'on va publier dans l'EIR. Vous voyez, ils ont investi aussi beaucoup dans l'industrie pétrochimique, mais c'est tout fait pour l'export. Ça ne développe pas le pays.
Ce n'est pas des matériaux qui sont ensuite utilisés en Arabie Saoudite pour développer le pays. Tout est exporté à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'il faut une approche globale, toujours. Même les Saoudiens aujourd'hui produisent des lignes ferroviaires, mais ils le font pour des questions de matières premières, de phosphore, de bauxite. Et si on fait ce que Helga évoquait ce matin, on peut connecter cette région très rapidement au reste du monde et au reste du pont terrestre mondial. Aujourd'hui, on a de grands ports et de grands aéroports dans la région. Et effectivement, par exemple, à Dubaï, ils ont un des plus grands aéroports du monde, mais ça fait rien du tout pour développer la terre, les territoires. Donc ils doivent intégrer leur économie à la région plutôt que de faire ces choses. Pour finir, le développement social qui découle de ces projets. Parce que cette question sociale est cruciale aujourd'hui dans la question des guerres et de l'extrémisme. C'est très paradoxal qu'en Asie du Sud-Ouest, depuis la crise du pétrole, le choc pétrolier, les pays se sont développés en deux catégories, les riches et les pauvres. Les riches sont ceux qui exportent du pétrole dans le Golfe, qui ont des petites populations et des grandes ressources minérales, et ils font partie du club impérial britannique. Et les autres ont de très grandes populations et beaucoup moins de ressources, et ils ont été sabotés, ciblés par la géopolitique britannique. Le paradoxe, c'est que les populations dans les pays qui semblent plus pauvres sont beaucoup plus qualifiées, éduquées, formées, alors que la population dans les pays riches vit entre le grand luxe et la tradition. Et c'est là que naissent l'extrémisme religieux salafiste, par exemple. Le progrès technologique est le bienvenu, mais comme un outil de pouvoir dans ces pays. Il n'est pas utilisé pour l'amélioration sociale et culturelle et économique de l'État et des gens. Parce qu'une classe moyenne éduquée est une menace pour ces monarchies pétrolières. Et la plupart des savoir-faire, en fait, ce sont des travailleurs étrangers qu'on importe. Donc, ça pose un très grand problème parce que le chômage parmi les natifs s'accroît, alors que les salaires des salariés, des travailleurs importés sont faramineux et qu'ils emploient comme esclaves de maison les natifs. Et les personnes éduquées et raisonnables doivent fuir ces pays de l'oppression politique. Et les pays pauvres sont ciblés par les armées étrangères ou les groupes terroristes et sont déstabilisés. Et les politiques du FMI et de la Banque mondiale imposées à l'Égypte ont fait baisser les niveaux de vie et baisser le niveau d'infrastructure. Et ont renvoyé ces pays des décennies en arrière. Notre programme pour le développement de la région changera ce déséquilibre de manière drastique. Toutes les ressources humaines ou économiques seront tournées vers une mission unique pour le développement de ces pays ensemble et permettre aux peuples de bâtir leur pays
de reverdir le désert, comme à l'époque de Roosevelt et de son New Deal. Comme le programme, le CCC de Roosevelt, qui a pris les chômeurs et les gens sans qualification et qui les a mis au boulot sur des projets d'infrastructure. Et c'est ça qui a fait des États-Unis la plus grande puissance industrielle et économique du monde suite à la Deuxième Guerre. Ainsi, avec ce développement, tous les travailleurs qualifiés de la région qui se sont exportés en Occident ou à l'étranger pourront revenir, seront incités à revenir et contribuer au développement des savoir-faire et au rééquilibre des classes et alimenter ce processus de construction des pays. Et on créerait un corps, un comité entre pays pour combattre les problèmes régionaux. Et cette coopération permettrait d'empêcher les guerres entre les pays. Chaque pays travaillerait en même temps sur ses projets nationaux et sur les projets régionaux, avec des objectifs unifiés de développement infrastructurel et de développement technologique, d'objectifs technologiques. Pour cela, un système de crédit commun établi par un fonds type plan Marshall permettra d'alimenter le besoin en crédit entre les pays plus ou moins développés. Un pays comme la Jordanie sera aidé à bâtir sa première centrale nucléaire et à utiliser son phosphate et son uranium pour se développer et devenir un pays riche en une génération. Et sortir des griffes du FMI et des États-Unis. Le partage du savoir-faire agricole pour reverdir le désert se fera à travers un centre de recherche scientifique unifié. Aujourd'hui, à cause des politiques anglo-saoudiennes de guerre et de déstabilisation, jusqu'au Caucase et à la Chine, l'Asie du Sud-Ouest est menacée par des guerres religieuses qui dureraient des siècles. Nous devons Les croisades et les invasions mongoles avaient été précédées par des siècles de combats religieux, de manipulations religieuses, comme on le voit aujourd'hui. Ce cycle vicieux doit être brisé. Il faut mettre un terme à ce système géopolitique de diviser pour mieux régner, qui est la doctrine impériale britannique. Il faut lancer un signal fort pour que ces pays passent de la destruction à la construction. Et je veux finir avec une citation d'un autre Allemand, Wilhelm von Kardorff, qui évoque ce système américain d'économie politique. D'après Henri Carré, la richesse nationale dépend de la domination du peuple sur les pouvoirs de la nature. Plus une nation est capable d'accroître, 1. La richesse et l'abondance de son sol et la diversité de ses produits naturels, 2. Par la perfection des outils par lesquels les pouvoirs de la nature servent l'homme, le capital, et troisièmement, par l'éducation intellectuelle des peuples, le travail humain, afin d'acquérir cette domination sur la nature. Ainsi, la richesse sera devant nous. C'est cela qu'il faut pour changer de direction. Je m'arrête là et je vous invite à lire le rapport que nous avons produit. Et comme l'a dit Helga, vous pouvez choisir entre ces deux projets pour le monde, d'être du côté de la guerre et de l'empire et de la destruction, ou alors
rebâtir la société à un niveau mondial.